Tu sais que je viens d'avoir une idée très intéressante. Ouah, j'ai dit ça? Je me demande ce que c'était. Ce format a fait le plaisir de nombreuses familles, réunissant à la fois l'aspect idéal, mais surtout permettant l'identification de son public. Mais ce format, au travers de ses coulisses, cache une sombre réalité, tout en créant des programmes qui rendent aujourd'hui nostalgiques les adultes que nous sommes. Il est temps aujourd'hui qu'on parle des sitcoms. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur une sélection de sitcoms produites à travers plusieurs décennies en venant mettre en avant la nostalgie de leur succès et nous mettrons en confrontation les déboires que ces programmes ont pu développer dans leurs coulisses, mettant à mal la vie de la plupart des acteurs. Mais pour commencer, je vous propose de revenir sur la définition et la création de ce format si spécial. Le mot sitcom tient son origine de la contraction anglaise des mots situation comedy, que l'on pourrait traduire par le comique de situation. Vous l'avez compris, la sitcom oriente donc son programme avec une dominante humoristique et a la particularité d'optimiser les coûts de production, se tournant principalement sur quelques décors facilement identifiables par le public. Mais ce qui caractérise particulièrement la sitcom et la rend directement identifiable, c'est bien évidemment les rires du public en fond. Oui, merci. Dans la mesure où la plupart des programmes sont tournés face à un public. J'aime bien, moi. Attends, tu rigoles? Bah non, pas du tout, là. Bon, même si certains programmes arrivent à s'émanciper de cette fameuse règle, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Il arrive cependant que certains plans soient tournés en amont pour les besoins du montage, par exemple pour des plans en extérieur ou si la scène se déroule dans un rêve. Ces séquences sont ensuite projetées au public pour obtenir les conditions du direct. Il arrivait cependant que certains rires soient enregistrés puis montés en post-production pour le dynamisme du programme. On peut prendre l'exemple de la sitcom How I Met Your Mother qui était tournée en studio, puis les séquences étaient diffusées à un public et les rires étaient enregistrés à ce moment-là. C'est en 1950 que le format commence à voir le jour. La paternité étant souvent attribuée au réalisateur américain William Asher qui produit Army's Book, puis prend la direction d'une des premières sitcoms de la télévision, I Love Lucy. Monsieur, parlez-vous français? They want to know if you speak French. No, no parlo français. Yo hablo espagnol. Oh, espagnol. Espagnol. Bien que la paternité des sitcoms peut également être affiliée aux Britanniques Ray Galton et Alan Simpson, ayant écrit plusieurs sitcoms pour la BBC entre 1950 et 1960. Et un épisode de sitcom doit durer à peu près entre 20 et 25 minutes, ce qui permettait aux diffuseurs de pouvoir intégrer plusieurs spots publicitaires. Mais la fibre principale pour la sitcom et attirer son spectateur se base sur deux critères fondamentaux. C'est bien évidemment l'identification, mais surtout l'idéalisation, offrant une sorte de fable avec un message moral permettant de rendre cette vie fictive accessible et réalisable pour son spectateur. Et de ce fait, les sitcoms vont plutôt se concentrer soit sur une famille, un groupe d'amis ou tout simplement une communauté, avec des profils différents et mettant principalement en avant des intrigues sentimentales pour attirer la ménagère. On peut avoir quelques programmes qui sortent du lot allant traiter quelques satires sociales de notre propre société. Les Américains ayant un sens accru de l'autodérision dans leurs programmes comme Les Simpsons, South Park ou Family Guy. Mais pour les sitcoms, on peut prendre l'exemple du programme Marié 2 enfants. La série a été créée par Ron Leavitt et Michael J. Moy. Elle est commandée par la Fox qui demande 6 épisodes pour bousculer les programmes habituels plus conservateurs, devant même initialement s'intituler Not the Cosby, faisant référence au Cosby Show que nous évoquerons un peu plus tard. Et la série est une des rares à être tournée intégralement au public. Sans qu'aucun rire ne soit ajouté, un rendez-vous fidèle qui lance un applaudissement à l'entrée des acteurs depuis l'épisode 16 de la saison 4. Et une anecdote intéressante, c'est qu'on peut entendre un spectateur dire « Don't do that » à Hal lorsqu'il s'apprête à manger un sandwich au dentifrice. Ou encore « Is it real ?» lorsqu'une tarentule grimpe sur l'épaule de Hal. Bud, le fils de la famille Bundy, est l'archétype de ce que l'on peut retrouver majoritairement dans les sitcoms, à savoir le comique de service. Ce personnage devenant plus ou moins la mascotte du programme, et fait très souvent de lui un des plus populaires de sa série. On peut prendre également comme exemple Junior dans Ma famille d'abord. L'écriture du personnage développant en début de série un ado qui cherche à ébranler la confiance de ses parents, rentrant dans l'archétype de ce qu'on explore à 16 ans,
comme le sexe, la drogue, et braver les interdits, se dirigeant vers une écriture plus humoristique, devenant même un débile profond, faisant des fautes d'orthographe à son nom de famille, et que l'on confronte avec un personnage paradoxal comme Franklin, qui va arriver un peu plus tard dans le show, se caractérisant comme enfant prodige et brillant. Mais le personnage comique peut avoir un aspect assez secondaire, un petit peu comme Nigel dans Une nounou d'enfer, permettant de faire le pont entre les classes sociales de Fran et Maxwell, formant l'incorrigible duo vacherie avec Sissy Babcock, l'associée de Sheffield. Et deux figures emblématiques des années 90 caractérisent parfaitement ce que je vous décris comme le personnage mascotte. Je pense évidemment dans un premier temps à Cody Lambert dans Notre belle famille. Hé! Oh, je crois que je vois Saturne! Tu en es sûr? Oh bah, il y a des tas d'anneaux jaunes, tiens, regarde! Cody, c'est le McDonald's. Oh non, sans blague, ils ont ouvert un truc sur Saturne! Ce neveu un peu s'appelait avec un profond grand cœur, ayant à la fois figure de bouffon de service, mais également de figure paternelle avec ses neveux et les enfants de Carol, ayant un grand sens de la famille et une intégrité des plus totales. Et même si à l'arrivée du personnage on le voit être extrêmement lourd vis-à-vis de Dana Foster, on peut noter tout de même qu'il est extrêmement protecteur avec elle, lui témoignant un profond respect sans rentrer dans le stéréotype du dragueur macho, plutôt commun dans les programmes des années 90. Le personnage va d'ailleurs faire son arrivée dès la saison 1, mais va vraiment devenir récurrent entre la saison 2 et la saison 5. Mais malheureusement, le personnage va être rapidement mis de côté dans la série, car son interprète Sasha Mitchell va être accusée de violence conjugale en 1995 par sa femme. Janet Robin porte plainte contre Sasha Mitchell alors qu'elle est enceinte de leur troisième enfant. L'acteur va être condamné à une peine de prison, l'empêchant évidemment de se rendre sur le tournage de la série, si ce n'est quelques autorisations de sortie aménagées. Mais le fameux de l'histoire arrivera plusieurs années après. En 97, il divorce de son épouse et révèle qu'elle avait des soucis d'addiction et qu'il s'était montré violent envers elle pour protéger ses enfants. On reverra tout de même Cody en saison 7, qui va d'ailleurs être la dernière saison de la série. Et appelle si tu veux quelque chose, Non, hein! j'aurais pas besoin de t'appeler. Ah non, je parlais à Gordon. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un deuxième personnage, et à mon sens, c'est lui qui caractérise le mieux ce qu'est une mascotte pour une sitcom. Je pense bien évidemment au cultissime Steve Urkel de La vie de famille. Interprété par Jaleel White, ce jeune garçon brillant mais un peu loufoque est sûrement une des figures les plus marquantes de la génération 90. La représentation parfaite du geek par excellence, cherchant sa place dans la famille Winslow, pris d'amour pour la jeune Laura Winslow. Et le plus fou, c'est qu'à la base, Steve Urkel devait être un simple personnage random, ne devait absolument pas devenir récurrent, alors que pourtant il devient le symbole de la série. Le personnage devient récurrent dès la deuxième saison. Mais l'arrivée de Jaleel White au sein du casting ne va pas très bien se passer. Comme l'a confié l'acteur lors de l'émission américaine Unsorcered en mai 2021, je ne vois pas en quoi je marchais sur les plates-bandes de quelqu'un ou en quoi je volais la vedette à quelqu'un d'autre. C'est très important que je le dise. Je n'ai pas été très bien accueilli dans l'équipe. Et je n'ai pas besoin de ressasser ça avec les adultes encore et encore. Ils savent ce qu'il en est. Et Steve Urkel devient le personnage qui marque également le slogan de la série, à savoir « C'est moi qui fais ça !» Jaleel White livre une interprétation digne de Charlie Chaplin. Gaffeur drôle, juste avec une précision de jeu parfaite. Jaleel va même troller le spectateur en proposant Stéphane, une sorte d'alter ego à Urkel, inventant une machine lui permettant de devenir l'homme qu'il pense devoir être pour séduire Laura. Cependant, la jolie jeune fille ne tardera pas à se rendre compte de ses sentiments pour Steve, l'acceptant tel qu'il est. Et pour moi, Steve Urkel est l'essence même de ce que représentait la télévision de mon enfance. Cependant, elle soulève des points caractéristiques bien propres à tous ces programmes de sitcom. On a évoqué l'aspect idéalisé de la famille dans les sitcoms, ou plus précisément son aspect communautaire, pouvant cependant parfois énormément diviser et accentuer le fait de ne pas voir se mélanger les populations. Quand des programmes tels que Notre belle famille, La fête à la maison ou Friends privilégient des personnages caucasiens ayant également des origines plutôt européennes, des séries comme La vie de famille, Le Cosby Show ou la plus récente Ma famille d'abord offrent un casting majoritairement afro-américain. Et bien sûr, il ne s'agit pas de dire que ces programmes faisaient preuve de xénophobie, bien au contraire, car il faut bien évidemment que tous les spectateurs puissent se représenter au sein d'une communauté. Cependant, elle restreint énormément la manière dont le public peut percevoir le mélange des communautés et ainsi favoriser l'idée du bien vivre ensemble. Mais l'aspect communautaire des sitcoms ne représente pas uniquement un aspect ethnique. On peut prendre l'exemple de Big Bang Theory qui reprend la communauté geek.
et peut avoir un aspect abrupt n'associant que principalement les stéréotypes de cette communauté et leur manière de vivre, centralisant une jeune femme issue d'un milieu différent pour accentuer leurs différences. D'ailleurs, l'aspect social est extrêmement mis en avant dans cette sitcom, de la même manière que Penny représente cette classe sociale dans Big Bang Theory. On voit que cette figure venant de milieux sociaux précaires cherche à humaniser la classe plutôt aisée. Et on peut prendre également comme exemple la célébrissime Une nounou d'enfer. Lorsque Fran Fine, trentenaire de confession juive, débarque dans la vie de Maxwell Sheffield pour devenir la gouvernante de ses enfants et ainsi leur offrir une vision plus souple et moins coincée de l'éducation, les aidant à se remettre de la tragique disparition de leur mère. La fête à la maison avait également cette situation, avec la disparition de la mère des filles, puis dans le revival 20 ans après, où c'est le père des garçons qui est absent. Car soyons honnêtes, malgré leur aspect comique, les sitcoms offrent leur lot de tragédies également, permettant ainsi de justifier le mélange de ces classes sociales, mais ces éléments sont tellement noyés dans le comique qu'on les oublie pour les ressortir du tiroir et avoir quelques séquences d'émotion. Le Prince de Bel-Air évoque également cette idée, jeune homme venant du ghetto de Philadelphie pour vivre chez son oncle famille aisée de Bel-Air, basant son comique sur le contraste entre la simplicité de Will et la rigidité de son oncle Phil, ayant tout de même une mise en avant de la représentation de la figure paternelle alors que le père de Will l'a abandonné pendant l'enfance. Donc encore une fois, l'aspect dramatique de la vie de Will ne sert que pour certains plans émotions et tragiques, sans pour autant servir le propos de la série, cherchant toujours à rester drôle et en oublier les drames. Cependant, une sitcom arrive à offrir une confrontation sociale un peu plus mixte, il s'agit d'Arnold et Will. Personne dans le monde ne marche du même pas. Monsieur Drummond accueillant les deux jeunes fils de sa gouvernante prématurément décédée, mettant à nouveau en place un drame familial pour lancer un programme humoristique. Moi je ne dis pas non. Ah oui, j'adore ce groupe. On dirait que tu vas avoir besoin de plus de moustaches. Mais là où les notions ethniques, religieuses ou géographiques sont totalement écartées pour que l'identification du spectateur se fasse par tous, c'est bien évidemment dans la série Malcolm. Même si Malcolm n'est pas tout à fait une sitcom, elle entre parfaitement dans cette famille de formats, répondant à la plupart des critères. Car finalement Malcolm, il est la propre mascotte de son show. Il est le contraste de sa famille qui reprend les pires stéréotypes de la famille moyenne américaine. Une mère hystéro-dépressive, un père naïf et irresponsable, deux grands frères délinquants et un petit plus mesquin et filou se servant de sa bonne bouille pour charmer les autres. Alors que lui, il est juste un jeune surdoué sur lequel sa mère fonde beaucoup d'espoir. Puis tu seras gouverneur d'un État et tu deviendras président. De quoi? Des États-Unis d'Amérique. Papa! Un vrai fiston, mais c'est vrai. On croyait que tu le savais. Et vous noterez une chose assez particulière dans la série Malcolm, c'est que ils n'ont pas de nom de famille et qu'on ne sait pas où l'action de la série se déroule. La raison est simple. C'est que le créateur Linwood Boomer voulait que cette famille ne soit affiliée à aucune communauté, qu'elle soit raciale ou religieuse. On peut d'ailleurs apercevoir le badge de Francis dans le dernier épisode indiquant « No Last Name ». Mais pour ceux qui ont bien suivi la série, vous constaterez tout de même que Francis cache le véritable nom de la famille. Mom, it's Francis! Car dans le pilote, si vous regardez le badge de Francis, on peut apercevoir le nom Wilkinson. En effet, hormis dans ce pilote, le nom de famille de Malcolm n'est plus jamais prononcé. C'est une volonté du créateur de la série comme je vous l'ai dit plus tôt. Au départ, Boomer a choisi de donner un nom de famille à Malcolm et aux autres pour plus facilement convaincre une chaîne de commander ce pilote, puis de le transformer en une saison complète. Et dès qu'il a eu le feu vert, on n'a plus jamais entendu parler du nom Wilkinson. Et si la série Malcolm cherche à se détacher des codes communautaires habituels, vous constatez que la série soulève tout de même un point clé dans tous les programmes que nous avons évoqués plus tôt. On est bien évidemment obligé de parler des enfants stars. Alors bien sûr que le petit écran n'est pas le seul format à propulser des enfants au public lâché au lion. Mais pour le coup, restons dans notre sujet d'aujourd'hui. Malcolm a vu grandir 3 des enfants de la famille sans nom. Frankie Muniz, Justin Berfield et Eric Pursullivan. Justin Berfield est bien connu pour Malcolm, mais a commencé sa carrière à l'âge de 5 ans dans des spots publicitaires et d'autres sitcoms, tels que Unhappily Ever After, non diffusé en France. Après la série Malcolm, Justin s'est concentré principalement à la production, et n'est plus apparu dans un programme en tant qu'acteur. De son côté, Eric Pursullivan s'est totalement éloigné du showbiz, mais ne cessera d'être harcelé sur internet, certains cherchant à savoir ce qu'il devient, faisant même état de rumeurs de décès de l'acteur à plusieurs reprises. De son côté, Frankie Muniz a continué sa carrière. Il s'essaye à l'automobile, puis veut revenir sur le petit écran mais peine à trouver des rôles intéressants. Il est victime d'un accident en 2012 qui lui provoque par la suite 2 mini-AVC.
effaçant la plupart de ses souvenirs de la période Malcolm. Cependant, l'acteur est resté très proche de l'interprète de son père, Bryan Cranston, qui lui va connaître une véritable ascension avec Breaking Bad. D'ailleurs, les deux acteurs se battent pour proposer depuis longtemps un revival de la série Malcolm, et figurez-vous que ce fameux revival a enfin été annoncé. Et même si les acteurs de Malcolm ne renient pas ce qu'ils ont fait dans la série, d'autres enfants stars ont par la suite déploré leur implication. On peut prendre l'exemple de Angus T. Jones, interprète de Jake dans Mon oncle Charlie, qui avait indiqué s'indigner contre la surreprésentation des drogues et du sexe dans le show, prenant du recul sur ce qu'il avait tourné étant enfant. Les sœurs Olsen, qui ont également démarré leur carrière à moins d'1 an, ayant vécu une vie d'actrice toute leur vie d'enfant jusqu'à l'adolescence, se sont également éloignées des plateaux, ayant aujourd'hui une vie bien éloignée du milieu et refusant d'ailleurs d'apparaître dans le revival de La Fête à la maison 20 ans après. Bon, bien sûr, nous avons les contre-exemples d'enfants stars qui ont fait de brillantes carrières, tels que Alyssa Milano, commençant son parcours dans Madame est servie, devenant par la suite la brillante actrice que l'on connaît principalement aujourd'hui pour ce rôle dans Charmed. Alors bien sûr que les sitcoms ont beaucoup de parts d'ombre, et ceci comme n'importe quel média. Cependant, elles ont réussi à forger un véritable patrimoine culturel. Certaines ayant eu tellement de succès qu'elles restent cultes et connues du grand public, que ce soit Ma sorcière bien-aimée ou encore Friends, toujours adulée aujourd'hui alors que la série fête tout juste ses 30 ans. Nous avons eu des programmes qui existent sur près de 10 à 15 saisons, ayant même droit pour certains à des spin-offs, qui ont plus ou moins bien marché, comme celui de Big Bang Theory avec Young Sheldon, qui se clôture sur une 7ème saison, mais se voit déjà sortir un nouveau spin-off, Georgie et Mandy First Marriage. Nous avons également vu la série Joey, spin-off de Friends, qui là pour le coup est totalement tombée dans l'oubli. Les sitcoms font partie intégrante de nos plus beaux souvenirs pop culturels, et pour ça, je suis très heureux d'avoir pu vous en parler aujourd'hui. Ça y est, elle est revenue. Non. Bah, elle est repartie. Je crois qu'il va falloir que je mette un chapeau. Et c'est sur ces brèves paroles que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.